Aurélie, numéricienne, docteur en sciences, et que les lecteurs du Point connaissent bien parce que chaque semaine, tu as un éditorial sur le site du Point où tu vas parler de manière très large, aussi bien des algorithmes, mais également du métavers dans lequel va nous plonger Facebook. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que il y a bien sûr ton livre, Les algorithmes font-ils la loi? Alors, c'est pas la première fois aux éditions de l'Observatoire que tu vulgarises, parce que c'est quand même une des caractéristiques qui t'habite, Aurélie, c'est que tu veux vraiment expliquer à tout le monde des problèmes qui peuvent paraître un peu techniques, mais avec Aurélie, ça va vous paraître limpide, d'autant que Aurélie pratique le code informatique, entre autres. Elle adore Richard Feynman qui explique que, eh bien, qu'il faut parler de manière très simple, c'est très important. Et puis elle donne plusieurs rôles modèles dans ce livre que je trouve très intéressant, qu'on découvre petit à petit, comme Joy Buolamwini, qui est une chercheuse au MIT. Il y a d'autres rôles modèles, on va en parler tout à l'heure, mais je vais tout de suite te laisser la parole parce qu'on montre souvent du doigt les algorithmes. Pourquoi les algorithmes sont parfois coupables, un peu trop faciles pour toi, Aurélie? Alors, merci beaucoup de m'inviter. Donc deux choses. Donc d'une part, c'est la science algorithmique n'est sûrement pas manichéenne, c'est-à-dire que ce n'est pas bien ou mal, ça dépend de comment on développe ces outils et quels en sont les usages. Cela étant dit, les algorithmes ne sont pas coupables des crimes dont on l'accuse. J'entends souvent, je lis, les algorithmes sont sexistes, racistes, etc., et plein d'autres choses. Ils ne sont pas coupables déjà parce que ce ne sont pas des personnalités juridiques, des personnes juridiques, morales ou physiques, et surtout, derrière ces algorithmes, il y a des hommes, il y a des propriétaires d'outils, il y a des gens qui les utilisent parfois à mauvais escient alors que l'algorithme n'avait pas été initialement pensé pour être utilisé de cette façon. Donc le sujet est beaucoup plus complexe que de penser que l'algorithme est coupable d'une quelconque faute. Voilà. Ouais. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, juste pour que tout le monde comprenne bien. Dans ton livre, tu expliques ce que c'est qu'un algorithme, tu expliques d'où il vient. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot? J'en profite pour remercier Thomas, Bourgeois Millard, toute l'équipe des réseaux sociaux du Point, de rendre cet Insta possible. Alors en fait, tout d'abord, un algorithme, si on reprend la définition historique, c'est un ensemble d'opérations à exécuter selon une certaine logique, une certaine hiérarchie pour répondre à une question ou résoudre un problème. Cela étant dit, donc l'algorithme est un terme très ancien, c'est-à-dire que le mot vient du 9e siècle du mathématicien perse Al-Khwarizmi, dont vient d'ailleurs le mot algèbre, mais la notion même de raisonnement algorithmique date de l'époque d'Euclide et de son œuvre majeure, Les éléments, où il a en fait développé des éléments géométriques, c'était pas des maths à l'époque, c'était de la géométrie, pour démontrer des théorèmes qui étaient à l'époque des axiomes, avant d'être démontrés, comme par exemple le théorème de Thalès. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithme, en fait, on parle d'algorithme numérique. Ce sont en fait des algorithmes destinés à être implémentés dans un code informatique pour tourner sur un ordinateur. Donc, alors que les algorithmes historiques, majoritairement dans l'histoire de notre civilisation, étaient destinés à être résolus à la main, aujourd'hui, en fait, les algorithmes sont destinés à être résolus numériquement sur un ordinateur, et c'est comme ça qu'on a eu la création d'une nouvelle classe d'algorithmes. C'est-à-dire qu'on avait des algorithmes explicites où on définit explicitement la logique, et on a créé des algorithmes implicites par entraînement, machine, qui vont être entraînés sur des jeux de données qui sont des scénarios sur lesquels l'algorithme va répondre à une question ou résoudre un problème. Et là, on va parler donc le mot machine learning qu'on entend partout, l'apprentissage machine, où l'algorithme va avoir une logique qui se crée implicitement. Oui, on va pouvoir entraîner d'ailleurs les machines, les algorithmes avec différentes applications. Moi, il y a une application qui m'avait un petit peu impressionné, c'était, on avait vu une expérimentation chez Intel, où en fait on avait créé des visages vraisemblables, on avait l'impression d'avoir déjà rencontré des personnes, mais ces personnes n'existaient pas. Elles avaient été générées notamment grâce aux réseaux neuronaux adversariaux, et effectivement la machine apprenait d'elle-même, apprenait des données qu'on lui avait données au préalable. Juste avant de s'intéresser à la régulation juridique qu'on pourrait faire encadrer les algorithmes, à quel point on les a au quotidien, à quel point on vit avec déjà ces algorithmes. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Ça peut aller d'Amazon à des exemples encore plus concrets. Bien sûr. Alors déjà, c'est une très bonne question parce que souvent, lorsqu'on parle d'algorithmes, les gens me parlent tout de suite de réseaux sociaux. Ouais. Et je leur dis, vous savez, ce n'est pas la majorité des algorithmes qui tournent autour de vous. Cela étant dit, comme tu l'as très bien dit, on interagit quotidiennement avec des algorithmes, souvent sans s'en rendre compte. Quand on se lève et qu'on va checker nos emails, quand on va prendre une application pour aller d'un point à l'autre, pour prendre le chemin le plus rapide, considérant le trafic, la distance, etc., les travaux potentiellement, ou encore si on va chez le médecin,
pour faire une analyse biologique dans un laboratoire, ou encore lorsqu'on va faire passer notre passe Navigo en région parisienne sur les bornes de la RATP, et plein d'autres choses pour communiquer, pour travailler. Donc en fait, les algorithmes, on interagit avec eux au quotidien, même sans le savoir, et ils sont là pour nous assister, nous aider, nous orienter. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre comment ces outils fonctionnent, de façon à pouvoir développer une posture face à ces outils, de décider quel outil on utilise, comment, avec un œil éclairé. D'accord. Alors pourquoi c'est intéressant cette régulation juridique? Est-ce que si l'algorithme n'est pas coupable en soi, c'est derrière, il peut éventuellement y avoir des erreurs de la part des personnes qui ont été derrière elle, est-ce qu'il y a déjà eu des dérapages qui t'inquiètent ou que tu trouves intéressants à souligner? Écoute, c'est important parce que en fait, j'ai écrit ce livre en racontant ce que moi je fais dans mon travail lorsque je développe des algorithmes. Que ce soit dans ma première boîte ou ma deuxième boîte dans le domaine médical, où en fait j'ai des pratiques de développement. Très rapidement, tu bosses sur une boîte très marrante en ce moment, pas très intéressante, qui va utiliser qui va utiliser le machine learning. Tu peux nous en dire un tout petit mot? Ouais. Ça peut intéresser pas mal de personnes. Alors en fait, c'est un modèle hybride, donc il y a du machine learning et des maths, des maths explicites, où en fait on a développé une technologie avec des collaborateurs israéliens pour justement détecter ce qu'on appelle un signal faible du cancer du sein, pour détecter un cancer du sein plus de 2 ans avant qu'on voit la tumeur sur la mammographie. Voilà, donc ça a des répercussions bien évidemment énormes, hein, comme on peut imaginer. Ouais, je trouvais ça très concret. Voilà. C'est pour ça que je Et donc un exemple d'algorithme, tu vois, qui n'est pas là pour faire le mal ou quoi que ce soit. Enfin, d'accord. Et en fait, là où la régulation est importante, c'est que moi, en écrivant ce bouquin, j'ai d'abord posé les bases de pourquoi on a besoin d'une régulation, et pour ça, j'ai parlé de comment je travaille moi. En fait, moi, je m'autorégule depuis des années, c'est-à-dire que j'applique sur mon travail et avec mes équipes, une manière de penser ces algorithmes, une manière de les développer, une manière de les tester, et une manière de les déployer et de les faire utiliser par les autres, en expliquant comment ces outils fonctionnent un minimum. Cela étant dit, en fait, moi, je crois beaucoup à l'autorégulation. Sauf qu'en fait, l'autorégulation qui consiste aux acteurs de se réguler eux-mêmes, tu vois bien que ça ne marche pas, que les acteurs ne le font pas tous, et qu'il y a des enjeux économiques qui sont tels que c'est difficile de s'appuyer là-dessus, tu vois, à long terme. Du coup, on a besoin de régulation juridique par les États, et en l'occurrence chez nous par l'Union européenne. Et c'est là toute la subtilité, c'est qu'il y a déjà des conversations, des discussions, voire un rapport avec des textes qui sont sortis par la Commission européenne. Et j'entends souvent, et c'est dans le deuxième chapitre, j'en parle beaucoup, c'est la formulation des problèmes à résoudre. Quand les gens me disent il faut réguler les algorithmes, la formulation est incorrecte, fausse, puisqu'en fait, tu ne peux pas réguler un algorithme dans la mesure où tu ne peux pas l'évaluer entièrement. Tu ne peux pas évaluer sa logique entièrement pour la simple et bonne raison que tu as une partie de machine learning implicite, et donc tu ne peux pas extraire la logique entièrement. D'accord. Donc il faut sortir d'une vision manichéenne des algorithmes pour pouvoir mesurer notamment les bénéfices et les menaces, mais je crois que l'explicabilité des algorithmes est importante. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors en fait, comme j'ai dit, donc, beaucoup d'algorithmes aujourd'hui. Alors quand tu parlais des menaces, hein, on les connaît tous, hein, c'est d'ailleurs que ça, il n'y a que ça que les gens retiennent des algorithmes. Mon grand malheur, c'est la manipulation d'opinion sur les réseaux sociaux, c'est l'effet de polarisation du débat, la propagation de haine, de violence, de fake news, etc. Fameuse bulle, par exemple. Voilà, l'effet bulle et toutes ces choses-là en fait qui ont tendance à déformer en fait nos rapports, à détruire la cohésion sociale et à mettre en danger la démocratie à travers une polarisation des débats. Donc ça, c'est toutes les menaces. Maintenant, moi, ce que je défends dans ce livre, c'est pour réguler les pratiques de développement de tests et d'usage de ces algorithmes, ce qu'il faut, c'est plusieurs choses. Il y a des pratiques strictement sur comment tu développes, comment tu testes, et puis il y a cette fameuse explicabilité. Qu'est-ce que c'est ? J'entends beaucoup de gens, si tu veux, réclamer la transparence des algorithmes des acteurs. Et moi, je le dis souvent, je dis, c'est pas forcément plus efficace, et en plus, ça peut freiner l'innovation. Ouais. Si moi, demain, tu m'imposes, par exemple, de publier mes algorithmes, publier les datas sur lesquels j'entraîne, etc., c'est pas sûr que je vais déployer en Europe, tu vois, parce que, et en plus, ça va favoriser les gros acteurs. Parce que donc, il faut faire attention à la régulation. Voilà. Parce que, peut-être pour protéger, on pourrait étouffer l'innovation. Exactement. Donc, il faut davantage être un peu plus subtil dans ce qu'on va exiger de la part des acteurs et leur imposer, par exemple, les bonnes pratiques et le calcul d'explicabilité. Qu'est-ce que c'est ? Comme je l'ai dit, ton algorithme, il a une logique de fonctionnement. Lorsque c'est explicite, c'est facile, c'est des maths ou des structures conditionnelles. Si telle condition est appliquée, alors telle action est appliquée. Enfin, si telle condition est satisfaite, telle action est appliquée. Dans le cas de l'algorithme implicite du machine learning, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme a une logique implicite. Mais on peut en extraire une partie. Et pour ça, on applique des méthodes de calcul d'explicabilité, qui sont des méthodes statistiques, que tu appliques en 3 temps. Avant l'entraînement, ce qui veut dire que tu vas
appliquer des méthodes statistiques sur le jeu d'entraînement lui-même pour extraire de la représentativité statistique, faire de l'échantillonnage. Il y a même des boîtes, enfin, il y a une équipe au MIT qui a développé un label, comme un label nutritionnel pour définir la qualité de la data. Et puis après, tu peux introduire de l'explicabilité dans l'entraînement, en particulier pour tout ce qui est catégorisation implicite, ce qu'on appelle aussi clustering, les gens sont peut-être plus familiers avec ça. Et enfin, donc je pourrais expliquer en détail si ça intéresse, et enfin, le plus gros qui est après l'entraînement. Tu peux appliquer des méthodes statistiques par des méthodes en fait de substitution. Tu vas créer un algorithme explicite de substitution à côté pour matcher en fait l'algorithme implicite et du coup tu peux par là extraire la logique. Mais tout ça c'est des gros calculs statistiques. Mais le fait d'appliquer ça, tu ne peux pas extraire toute la logique, mais tu peux extraire une partie significative et montrer ton effort à anticiper les erreurs et éviter les scandales que l'on voit encore récemment. Très très rapidement, parce que là c'est passionnant, on va aller encore un tout petit peu de l'autre côté de la machine, un clin d'œil à ton premier livre Aurélie. On rappelle qu'on peut te lire tous les dimanches sur le site du Point, que tu interviendras à Futurapolis. Ce sera le 25 et 26 novembre à Toulouse et tu vas parler notamment sur une table ronde qui s'appelle Algorithmes, les nouveaux maîtres de nos cerveaux. Si tu peux aller un peu plus loin sur le clustering, moi ça me passionne en fait. Alors le clustering, la méthode, c'est pas nouveau en fait. Je vous prends une méthode classique, c'est qu'en fait, quand tu as des points de données, par exemple un utilisateur sur un réseau social, ce point de données utilisateur, il a ce qu'on appelle des métadatas. Donc comme métadata, ça peut être le nombre de personnes qui le suivent, ça peut être le sentiment moyen de ses posts, positif, négatif, tu vois, neutre, ça peut être la fréquence de ses posts, ça peut être pas mal de choses. Et donc cette métadata va décrire l'utilisateur. Ça, en fait, tu vas avoir tous les utilisateurs de ce réseau social que tu vas projeter dans cet espace multidimensionnel, chaque dimension représentant une métadata. D'accord ? À partir de là, tu vas créer des clusters. Et là, tu peux utiliser la méthode, par exemple, des plus proches voisins. Donc, c'est les points qui se rassemblent, qui sont le plus rapprochés. Tu vas créer des poches comme ça d'utilisateurs. Et l'idée, la théorie derrière ça, c'est de dire que tu vas créer des poches d'utilisateurs qui se ressemblent, selon les métadatas que tu auras choisis. Et donc, partant de ce principe, tu peux utiliser cette catégorisation qui, en soi, est géniale. Moi, je l'utilise très fréquemment, tu vois. C'est comment tu l'utilises après, tu vois, qu'est-ce que tu en fais après. Et à partir de ces classes, après, tu peux faire beaucoup de choses, comme par exemple, suggérer du contenu pertinent. Et heureusement qu'on a ça, sinon on n'aurait pas de contenu pertinent. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas proposer du contenu, des choses à voir à un utilisateur en fonction de ce que les autres utilisateurs de sa classe ont émis. Donc c'est très pertinent en fait comme logique. Mais si c'est mal utilisé, si c'est poussé à l'extrême, on crée ce qu'on appelle des classes rigides. C'est-à-dire que la morphologie des classes ne bouge pas, la forme des classes ne bouge pas, les utilisateurs ne vont jamais d'une classe à l'autre. Donc là, tu es enfermé dans une bulle d'opinion et d'observation, surtout lorsque ton algorithme de suggestion de contenu ne s'appuie que sur la classe à laquelle tu appartiens. Ouais. Donc en fait, là, tu es vraiment en train de nous ouvrir le capot de la machine, de montrer comment ça fonctionne. C'est assez passionnant. Et ce que tu dis, c'est que plutôt que d'interdire trop facilement des choses qui peuvent paraître un peu simplistes, eh bien, il vaut mieux que les scientifiques eux-mêmes expliquent ce que tu fais très bien d'ailleurs. Mais est-ce que si on repose uniquement entre guillemets sur le bon vouloir des scientifiques, on risque pas d'être un peu déçu? On l'a vu un peu avec Facebook peut-être, qui plusieurs fois a présenté des excuses, plusieurs fois a dit on va changer de comportement, et puis on est un peu déçu à la fin. Est-ce que c'est une bonne remarque parce qu'on est plutôt dans la politique du oups. C'est oups, j'ai fait une erreur. Oups, j'ai fait une erreur. C'est un peu, c'est vrai, je dis ça, je donne ça comme image. Et en fait, on devrait faire oups, j'ai fait une erreur. Voilà l'explication de l'erreur et voilà comment je l'ai fixée. Et je dis ça parce qu'il y a eu, il y a 3 ans, les gens étaient tombés assez violemment sur Amazon, qui avait un algorithme de test pour aller sélectionner des CV pour un poste d'ingénieur en informatique. C'est un test, et Amazon, qui a fait des tests en interne, s'est rendu compte que l'algorithme en fait écartait systématiquement les CV de femmes, et Amazon a décidé d'en parler publiquement, de parler de l'erreur et de d'où venait l'erreur. Ce qui est très bien. Et bah ouais, sauf que les gens, tu vois, les médias commencent à dire Amazon, l'algorithme d'Amazon est sexy, c'est un scandale et tout, alors qu'en fait ça partait d'une bonne approche, qui est le partage de l'erreur et de comment on la résout. Donc il faut faire très attention, il faut sortir de la politique du oups, ça n'arrivera jamais, que plutôt du oups, voici l'erreur et comment je l'ai fixée. Et parfois tu peux pas toujours fixer et tu décides d'écarter, tu vois, de désactiver quelque part cette composante algorithmique. D'accord. Alors il y a un autre truc que je trouve très bien, et je vous rappelle que vous êtes bien sûr les bienvenus à poser des questions avec Thomas qui est avec nous, Thomas Bourgeois-Muller. Alors ce que je trouve très, très sympa dans le bouquin aussi, c'est que tu vas citer en exemple plusieurs femmes, non seulement ça fait un peu des rôles modèles, comme Kate Crawford par exemple, Cathy O'Neil. Est-ce que tu peux nous dire
pourquoi tu as eu envie d'en parler? Pourquoi c'est important, Ouais. peut-être pour les femmes scientifiques, et puis Bien sûr. à quel point elles ouvrent aussi le capot? Alors écoute, c'est rigolo que tu dises ça parce que à la fin, en relisant mon livre, dans la période de relecture toujours un peu stressante, je réalise que je cite beaucoup de femmes scientifiques. Tu vois, beaucoup. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que les scientifiques qui s'intéressent de très près au biais algorithmique, à la discrimination technologique, au fait de développer des technologies par tous, pour tous, des technologies inclusives, etc., pour plus de justice, tu vois, ce sont des femmes. Donc tu les as citées, Joy Bohamini, Kate Crawford, Katie O'Neill, Meredith Broussard, enfin il y en a plein d'autres. Joanna Bryson. Voilà, Joanna Bryson, enfin qui est allemande. Toutes ces, je crois, je dis pas de bêtises, toutes ces femmes en fait, Elle est professeure à Berlin. elles travaillent, Ouais. tu vois, Ouais. pour expliquer encore et toujours. Et d'ailleurs, je cite dans le livre un documentaire que je conseille vraiment à tout le monde, qui s'appelle Coded Bias, dans lequel tu vois toutes ces femmes. Alors pas toutes, mais une bonne partie d'entre elles, parce qu'en fait, je trouve que c'est un super documentaire qui explique ce qu'est un biais algorithmique, qui explique comment le combattre, technologiquement parlant et humainement parlant. Et pour ça, je trouve que c'est un documentaire qui est bien articulé et vraiment qui est fait pour tout le monde, quoi. Et ça présente ces femmes. Alors, la question, c'est pourquoi ce sont des femmes qui prennent ce sujet, tu vois. Et à bras le corps. Je pense que parce que potentiellement, elles en sont les premières victimes. Ouais. Joy a été par exemple victime, alors, parce qu'elle a été afro-américaine, elle a été victime d'une discrimination technologique, d'un algorithme de reconnaissance faciale qui ne reconnaissait pas sa peau noire, donc son visage. Je pense que c'est que les femmes en sont les premières victimes, en tout cas dans ce qu'on voit les différents scandales, donc elles s'attaquent à ce sujet avec voilà, conviction et un dynamisme assez incroyable. Donc voilà, et moi je voulais en plus leur faire honneur parce que j'en connais personnellement de ces femmes et elles sont juste extraordinaires, elles sont des kikasses. Ouais, je crois que tu connais bien Joy par exemple. Ouais. Par exemple. Il y en a plein d'autres. Et puis les femmes ont joué un rôle assez clé dans les débuts de l'informatique. Bien sûr, Peut-être on peut en dire une phrase. on l'oublie ça, mais c'est nous qui avons. En fait, ce qu'il faut savoir. La fille de Lord Byron, non, c'est ça Ah oui, alors ça c'est. Ouais, alors c'est vrai que je la compte pas, Loveless. Ouais, Ada Lovelace. Ada Lovelace, elle a programmé une logique algorithmique, tu vois, avec une machine. Moi, je parle vraiment des ordinateurs à transistors, donc moitié du XXe siècle, Seconde Guerre mondiale, où en fait, juste pour que les gens comprennent, donc il y a deux gros projets, entre autres, deux gros projets d'ordinateurs, de création d'ordinateurs à transistors. C'est d'une part le projet ENIAC avec les 5 femmes ENIAC, tu vois, dont Betty Halberton, et puis le projet du Mark I avec notre grande amirale qui a créé le langage COBOL. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux cas, ce sont des femmes qui ont créé le langage, tu vois. Grace Hopper pour le COBOL et les 5 femmes d'ENIAC dont Halberton pour l'ordinateur ENIAC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont créé le langage parce qu'à l'époque, ce qui était noble, entre guillemets, c'était la machine, le hard, tu vois, la machine. Et d'ailleurs, même ces femmes, lorsqu'elles posaient sur une photo, tu vois, pour les news, les journaux, elles posaient avec des machines dans les bras, tu vois, alors qu'elles nous touchaient, tu vois, c'est intéressant. Donc il y a vraiment ce mythe de la machine. Et bon, après, comme on le sait, dans les années 80, avec l'arrivée du personal computer, l'ordinateur il est passé d'un outil business avec IBM, International Business Machine, à un outil particulier, le PC, personal computer. Et donc c'est devenu un marché de masse. Et pour des raisons qu'on pourrait traduire, expliquer, mais ça c'est très compliqué, les femmes s'en sont éloignées, les hommes se sont appropriés cette discipline. Et de là, donc on n'a plus beaucoup pas énormément de femmes dans cette discipline, malheureusement, alors qu'il y a plein de choses à gagner à travailler dans ce domaine. Donc il faut renverser la tendance. Et c'est un appel que tu donnes aux femmes. Juste avant de dire un tout petit mot sur le métavers, comment très concrètement des femmes qui ont envie d'apprendre à coder, des jeunes femmes, des femmes en reconversion, ou tout simplement des hommes, c'est quoi les conseils pour aller plus loin, pour mieux comprendre, peut-être pour devenir soi-même programmeur? Alors ça dépend à quel... parce que programmeur en fait c'est très large. Tu peux être programmeur web, tu peux être programmeur calcul, tu vois ce que je veux dire, donc c'est design, tu peux faire plein de choses. Donc ça dépend vraiment de ce que tu vas faire et du coup tu vas maîtriser des langages différents. Paradoxalement, moi j'ai été initiée à la science numérique, algorithmique, IA, tous les mots que tu peux utiliser par les maths. En fait. Donc c'est vraiment, tu as différentes voies d'entrée.
Donc les maths, Donc, c'est ça. voilà, mais par exemple, si tu veux faire de la programmation calcul, ce que je fais, faut quand même faire des maths parce que c'est vrai que certes, tu peux utiliser aujourd'hui des librairies assez simples dans des langages comme le Python où tu vas pouvoir faire un clustering, on parlait du clustering, tu vas faire du clustering en 5 lignes, mais en fait, il faut comprendre derrière la théorie pour comprendre pourquoi tu as des clusters qui se forment ainsi, pour aller déterminer le nombre de clusters idéal, pour aller, etc. etc. Donc il y a vraiment une théorie, c'est des stats en fait, il faut comprendre, ne serait-ce que comprendre comment les clusters se forment en fonction du type de méthode, comme la méthode des plus proches voisins. Après, si tu vas faire par exemple du code dans le but de faire de la data science pure, donc juste traiter de la data, c'est quand même un énorme boulot, traiter de la data, l'analyser, sans aller forcément faire de l'algorithmique, c'est encore autre chose. Ou si tu veux, souvent tu fais un peu les deux, mais si tu veux faire du web, t'as pas forcément besoin d'avoir vu de l'algorithmique, tu vois. Donc ça dépend de ce que tu veux faire et ça dépend du moment dans ta carrière. Si tu es étudiant, moi je conseille à tous les étudiants, peu importe ce qu'ils font comme études, de s'initier aux sciences informatiques, de faire un peu de Python. Comme ça, ils vont découvrir autant du web que du design, que du calcul, pour comprendre ce que c'est, comprendre ce qu'est une data, comprendre ce qu'est un bug, comprendre ce qu'est une fonction, comprendre, tu vois, toutes ces choses-là qu'on entend. Et pour les gens plus tard, même professionnellement, je trouve que c'est bien parce que moi je défends l'apprentissage du code, pas pour être forcément développeur, mais pour comprendre les grandes notions, tu vois, évoquées, ne serait-ce que c'est un algorithme. Moi, tu sais, pour moi, c'est évident, tu ne sais pas ce qu'est un algorithme tant que tu n'en as pas fait un, toi, à la main, et après codé. C'est une évidence pour moi. Et d'ailleurs, dans mon premier livre, le lecteur m'accompagne dans mon premier algorithme de triage de nombres entiers dans un tableau. Donc, il faut le faire toi-même. Tu vois, c'est évident, voilà. Et donc, je trouve que c'est un bon vecteur d'apprentissage. Voilà. Et après, bien évidemment, dans ta carrière, tu peux aussi à un moment tourner. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui sont devenus data scientists en cours de carrière. Et ils l'ont appris, ils l'ont travaillé. Et je suis assez impressionnée, en fait. Toujours. Ouais. On parlait d'Alberton, je crois que tu connais très bien l'équipe qui a créé l'Alberton School, comme Julien Barbier. Et aussi ce genre d'écoles, en fait, qui sont ouvertes à tout le monde. Qui sont un exemple. Vraiment. Enfin, l'école Alberton School, donc, qui a été d'abord à San Francisco, je crois qu'ils en ouvrent en France. Oui, ils en ont ouvert en France. Ils en ont ouvert en France. Ouais. Pour moi, c'est l'école géniale où en fait, il y a une vraie diversité. En plus, il y a des vraies règles de vie en commun, de comment on vit ensemble. Il y a une cohésion sociale dans l'école et il y a des méthodes de travail qui sont basées sur des projets et qui font que les jeunes en sortent de là avec des compétences assez uniques et qui sont très vite embauchés en fait. Ouais. Donc, il y a un petit clin d'œil à toute l'équipe créatrice parce que je crois que c'est gratuit et on te propose de payer lorsque tu es étudiante ou étudiant à partir du moment où tu as ton premier salaire. Exactement. Donc c'est ouvert à... Donc il y a une vraie cohésion en fait. Ouais. Et une petite question de Thomas, je crois. Il y a quelqu'un qui demande un rappel sur votre parcours académique et professionnel aussi. Un petit rappel, étant donné qu'on est en milieu de vidéo à peu près. D'accord, on va faire rapide. Moi, de mes études, j'ai fait Sorbonne Université en maths et en physique, 2 années. À l'époque, c'était un DUG, maintenant c'est licence 1, licence 2, avec en deuxième année une option sciences informatiques. C'est comme ça que j'étais initiée à l'algorithmique. Après, je suis partie faire un magistère à l'ENS Cachan en mécanique, donc c'est des mathématiques appliquées, c'est entre la physique et les maths. Après l'ENS 3 ans, j'ai fait une thèse aux Mines de Paris en mécanique numérique des matériaux mous. Voilà, et donc c'est de l'algorithmique, mais appliqué à des matériaux mous. Et après ma thèse, en 2009, je suis partie aux États-Unis, d'abord à Penn State, l'Université d'État de Pennsylvanie pendant 2 ans, travailler pour des médecins, puis au MIT pendant 5 ans. Donc j'ai fait 7 ans sur le cœur, 5 ans sur le cerveau et un peu sur l'os spongieux. Et après, j'ai passé 2 ans à Bloomberg, presque 2 ans à Bloomberg pour appliquer l'algorithmique et les modèles, mais cette fois-ci au domaine économique et financier, où j'ai appris plein de choses. Voilà, et même si je ne pense pas être la meilleure pour conseiller comment investir, mais je comprends les mécanismes. Et puis, entre-temps, j'ai monté ma première boîte de conseil, et voilà, qui tourne toujours, et on développe des algorithmes, on se marre bien. Et ma deuxième boîte, donc, qui est le résultat d'un petit programme de recherche qu'on avait avec des collaborateurs israéliens, et voilà, sur le cancer du sein. Ouais. Alors, une question qui merci beaucoup Aurélie, c'est très clair. Comme d'habitude, non, c'est très clair et rapide. Tu as l'habitude de dire que la science algorithmique est polymorphe. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je voudrais aussi avoir ton avis sur 2 sujets que je trouve un peu d'actualité. Le mouvement de no-code, est-ce que c'est... C'est quoi le mouvement de no-code ? C'est un mouvement qui veut aider toutes les personnes à coder de manière très facile, c'est-à-dire avoir des boîtes à outils pour coder. Écoute, ça dépend pourquoi. Ouais.
si c'est dans le but d'être éclairé sur des concepts informatiques, pourquoi pas. Après, tu vois, moi je fais le rapprochement avec les librairies. Moi par exemple, quand j'ai passé mes entretiens à Bloomberg, je te donne un exemple. Tu peux donner des exemples de librairies? Oui, justement. Je vais donner un exemple. On te demande qu'un exercice de base, quand tu passes, si tu sais pas faire ça, tu passes pas le deuxième. En fait, il t'arrête au bout de 5 minutes, quoi. Tu vois, il te raccroche au téléphone. Tu dois coder, par exemple, le truc que j'ai fait en mon premier algorithme, qui est de sortir, comment dire en France, de ranger en ordre croissant des nombres entiers qui appartiennent à un tableau, de les ranger le plus rapidement possible. C'est ce qu'on appelle le quick sort. Le quick sort, c'est une fonction qui est dans une librairie que personne ne code. Enfin, c'est un truc que tu tapes quick sort et voilà. Sauf que, d'ailleurs c'est sort, la fonction en Python, sauf que il faut que tu comprennes quel est l'algorithme derrière cette fonction. Et pour ça, on te demande de le coder toi-même. Donc en fait, quand tu utilises des fonctions, des librairies, tu vois, donc librairie sur Python, tu dois être capable de savoir ce qu'il y a derrière. Parce que sinon, en fait, tu ne sauras pas. Il y a plein de fonctions qui existent. Et il y a une raison à cela. Parce qu'il y en a certaines qui vont être plus efficaces sur un certain type de jeu de données, d'autres un peu plus, tu vois, et puis c'est aussi, there is no free lunch. Il y en a qui vont prendre plus de mémoire en termes de mémoire vive, mais qui vont avoir un nombre d'opérations plus petit, enfin bref. Et donc, moi je suis d'accord pour l'assemblage, mais ça dépend pourquoi, parce qu'il faut aussi comprendre ce qu'il y a derrière. Donc le no-code, pourquoi pas, mais à condition de bien comprendre. Ça dépend, et puis ça dépend dans quel contexte. D'accord. Et un autre sujet d'actualité, on en parle beaucoup depuis plusieurs semaines, on en parle même depuis 1992 avec le livre de Neil Stephenson, le samouraï virtuel, le métavers. On en a beaucoup parlé avec l'actu de Facebook. Est-ce que c'est intéressant ce monde parallèle? Est-ce que tu as envie d'y aller? Ou est-ce qu'on peut peut-être y aller, mais pas n'importe comment? Alors le métavers déjà, donc c'est la contraction de méta et univers, c'est pas nouveau déjà, puisqu'en fait les mondes parallèles numérisés virtuels existent déjà et ils ont été initiés par le jeu vidéo. Puis ils ont été utilisés dans l'éducation, la formation. On pense tous aux simulateurs de vol des pilotes d'avion, ou encore, par exemple, dans la santé. On peut gérer la douleur, par exemple, par des casques, tu vois, de réalité virtuelle, ou même traiter certaines maladies, maladies mentales ou des choses comme ça. Et donc troubles mentaux. Et donc en fait, c'est pas nouveau. Maintenant, on arrive bien évidemment de par les améliorations techniques et scientifiques, d'une part de tout ce qui est computer vision, donc c'est tout ce qui est visualisation, on appelle ça de la vision computationnelle, je ne sais pas comment on dit en français, et puis tout ce qui est algorithmique. Et puissance de calcul aussi. Puissance de calcul, bien évidemment, et puis objets connectés, tu vois, les Google, les machins, les trucs. Enfin, tu vois, le casque, mais il y a des retours haptiques, voilà. il y a des... Donc on peut aller très très loin, tu vois. Il y a même le projet d'une peau artificielle, la Riskin. C'est tu vois, on peut aller du coup dans un niveau d'interactivité qui est très fort. Donc en soi, moi je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que tu vois, moi si, et d'ailleurs ça existe déjà, moi si je peux aller visiter... je sais pas moi, t'imagines pour un gamin au collège, on va lui dire non, on va étudier les dinosaures et je sais pas si les dinosaures c'est au collège, mais pour ça on va aller faire un voyage en immersion pendant une demi-heure pour découvrir les noms des dinosaures et tu vois, et c'est génial, tu vois. Donc moi je trouve pas tu peux voyager dans le temps et dans l'espace. Et dans l'espace, tu peux aller visiter un musée qui est à l'autre bout du monde, on peut travailler sur des moteurs virtuels, il y avait des démos assez dingues de Microsoft. C'est plutôt intéressant, c'est révolutionnaire. Maintenant, il y a plein de choses qui vont relever, c'est des choses plutôt sociales, c'est-à-dire quel va être du coup notre rapport par rapport à l'autre dans ce monde, quelles seront les règles de comportement dans ce monde, est-ce que ça va avoir un impact sur nos relations sociales dans notre monde à nous organique, et puis et concernant Facebook qui se lance dans le métavers, c'est que eux ils vont rentrer dans c'est un tout autre niveau en termes de collecte de données sur nos comportements, puisque sur un outil comme Facebook par exemple ou Instagram, ils vont collecter des informations sur ce que t'aimes, les gens qui te suivent, le type de commentaires que tu vas poster, etc., etc. Là en fait tu vois bien qu'on passe à un niveau au-dessus, parce qu'on va pouvoir faire même cette émission dans un monde virtuel, et de par comment on va se comporter. On est réel là ou pas? On est réel. Ouais, je pense que mais tu vois, non mais c'est intéressant. Et puis par exemple ça peut être utilisé, par exemple tu vas visiter New York et puis tu vas avoir des pubs qui vont passer en fonction de ta réaction faciale, oculaire, etc. Ça te donne des indices sur comment tu réagis face à cette pub. Donc il faut bien prendre conscience que tu atteins un niveau qui est bien plus élevé en termes de granularité des données comportementales. Non, c'est vrai qu'on a vu avec l'affaire Cambridge Analytica qu'on pouvait savoir énormément de choses à travers 100 likes. Ici, ça va vraiment être le comportement. C'est-à-dire qu'on a vu la démonstration de Mark Zuckerberg qui s'est mis à l'escrime avec justement ce projet de peau artificielle fait avec Carnegie Mellon, et là on abandonne énormément de choses de notre comportement spontané. Donc c'est ça en fait, c'est la maîtrise de nos données à venir qui peut peut-être être un peu
dangereux, c'est-à-dire dont il faut avoir conscience. Voilà, il faut faire très attention et on a déjà le RGPD, donc le règlement européen des protections des données à caractère personnel, qui a inspiré le texte californien, le CCPA, California Consumer Privacy Act. Et donc, il y a déjà ça, mais maintenant il faut réguler les développements, les tests et les usages des algorithmes pour éviter justement d'avoir des dérives sur la manipulation d'opinion, sur l'orientation abusée et tout ça qui peut amener à des menaces sur les pertes de liberté individuelles. Mais, encore une fois, l'algorithme n'est pas coupable et on peut faire des belles choses avec ces algorithmes. On peut faire des belles choses. Merci beaucoup. Thomas, on avait peut-être une dernière question. Non, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui apprécient, mais il y a peu de questions. C'est normal parce que la conversation est de qualité. Ouais, tout à fait. Grâce à Aurélie, qui publie donc Les algorithmes font-ils la loi aux éditions de l'Observatoire, qu'on retrouvera à Futurapolis, organisé entre autres par Romain Gonzalez, toutes les équipes du Point. On est ravis de t'avoir. Tout ce que tu as dit, ça rappelle beaucoup de recherches des journalistes du Point, que vous pouvez retrouver sur Le Point en ligne. Et la table ronde s'appelle Algorithmes, les nouveaux maîtres de nos cerveaux. Alors, en tout cas, c'est super clair. Moi, j'ai tout compris, donc c'est... Je pense que tout le monde peut comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Merci.